Bonjour et bienvenue sur Get to Know Me. Nous sommes ici à Abidjan, reçus par un intellectuel de premier plan, connu et reconnu pour avoir mis son expertise au service de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Juriste éminent, il a présidé le comité d'experts chargé de rédiger l'actuelle loi fondamentale ivoirienne. Professeur Oraga Obou, bonjour. Bonjour, Merci de nous accueillir aujourd'hui. merci. Officier dans l'ordre national, commandeur dans l'ordre national, commandeur dans l'ordre du mérite national, commandeur dans l'ordre de l'éducation nationale. Qui est exactement le professeur Oraga Obou? Je dirais en toute humilité que sur le plan professionnel, je suis professeur de droit public et de sciences politiques. Je suis avocat. Et en d'autres circonstances, j'ai eu à siéger au Conseil supérieur de la magistrature. Ensuite, j'ai siégé au Conseil constitutionnel en tant que juge. Et maintenant, je suis à la haute autorité pour la bonne gouvernance. Comme nous pouvons le constater, vous avez de multiples fonctions, vous avez eu un parcours qui est très riche. Et ceci nous amène à essayer de comprendre en fait vos origines et votre parcours. Qu'est-ce qui vous a mené à exercer toutes ces fonctions? Nous savons que vous êtes né à Kéi-Djedje, dans la sous-préfecture de Kéi-Dayepa, dans la Côte d'Ivoire d'Oufoué-Boigny d'alors. Est-ce que le professeur Oraga Obou peut nous parler de sa jeunesse, de son parcours, de ce qui a forgé l'homme qu'il est aujourd'hui? Bien, ce serait peut-être trop long à exposer, mais je vais être succinct. J'ai dit une chose dont je suis vraiment très fier. Mes parents sont des paysans. Je suis de source paysanne. Je suis né vraiment au village. Mes parents sont, tous les deux sont paysans. J'ai fait l'école primaire à Kéi-Djedje, mais par rapport à d'autres, j'ai quitté plutôt le village parce que mon oncle m'a pris et m'a scolarisé à nouveau à Anyama. Donc j'ai fait l'école primaire à Anyama et puis ensuite je suis allé au collège à Bassam, de Bassam au lycée classique d'Abidjan, puis le lycée classique à l'université d'Abidjan. Et lorsque je suis allé à l'université d'Abidjan, que j'ai terminé la maîtrise, je suis donc parti poursuivre mes études à l'université de Nice, où j'ai soutenu ma thèse de doctorat d'État. Vous nous avez dit vous-même que vous êtes un enfant du village, un enfant de la terre. Qu'est-ce qui pousse cet enfant-là à se dire qu'il va faire des études de droit et à s'engager dans cette voie-là? Non, vous savez, d'abord, comme je dis, je suis un enfant de paysan. Nos parents juraient tous les jours, prier Dieu pour qu'on puisse réussir et s'occuper d'eux. Mais a priori, on n'avait pas d'objectif déterminé. Mais comme tout enfant de notre âge à l'époque, on voulait devenir tous des médecins. Donc c'était vraiment le souci pour nous, être médecin. Et puis chemin faisant, j'ai aspiré à faire des études scientifiques. Finalement, j'ai fait des études littéraires, donc qui ne me disposaient plus à faire des études médicales. Et sur le plan professionnel, donc en voyant déjà des aînés qui étaient en fonction, je voulais devenir professeur. D'abord, ma vision, c'était d'abord d'être instituteur. Et puis, quand je suis allé au lycée, bon, j'ai abandonné l'idée d'être instituteur. Donc, je voulais être professeur. Professeur du lycée, d'abord. Et puis ensuite, j'ai changé. Je voulais maintenant enseigner à l'université. Mais en tant que quoi? Professeur d'histoire, j'ai appris que ceux qui faisaient l'histoire n'obtenaient pas de bourse pour aller faire le doctorat. Alors j'ai décidé donc d'abandonner cette option. Et puis je me suis dit que je voulais faire donc l'économie. Mais il s'est trouvé que je n'ai pas été orienté en économie. Donc j'hésitais. Mais plutôt j'ai été orienté en droit. J'hésitais, mon grand frère m'a conseillé d'aller en économie. Mais je me suis rendu compte que l'année suivante, je risquais de perdre ma bourse d'études. Donc, je dis, bon, mais je vais aller voir ce qui se passe à la faculté de droit. Quand je suis parti, j'ai vu que vraiment c'était pour moi le meilleur choix. Et c'est comme ça que j'ai fait la faculté de droit.
Mais avec cette option fondamentale que depuis ma première année, je disais que je ne peux rester enseignant à la faculté de droit que si j'étais agrégé. Et puis lorsque je suis allé à Nice, j'ai décidé d'échanger. Je suis allé m'inscrire à Paris au cours d'avocat, où je voulais devenir avocat. Et puis, bon, je crois que la première intention est revenue, celle d'être enseignant. Donc, je suis revenu à la faculté de droit comme enseignant, cette fois-ci non plus comme étudiant. Et puis donc, ma chance, c'est que j'ai pu exercer pratiquement les fonctions que je voulais. D'abord, être enseignant, professeur, et puis ensuite, je voulais être avocat. Donc, je suis devenu avocat. Et puis, en tant qu'avocat, mais je voulais ajouter à cela être juge, mais je n'étais pas très tenté d'aller dans les juridictions. Mais les circonstances ont fait que je suis devenu juge mais au Conseil constitutionnel. Voilà. On a vu que vous avez mentionné plusieurs fois l'importance d'obtenir une bourse. Ça doit sans doute manifester de ce qu'était la Côte d'Ivoire à cette époque-là. Comment avez-vous vécu cette période-là? Qu'était la vie d'un jeune étudiant, d'un jeune adolescent, puis d'un jeune étudiant, d'un jeune Ivoirien dans la Côte d'Ivoire d'alors qui était dirigée par le père fondateur Félix Houphouët-Boigny? Une Côte d'Ivoire qui aujourd'hui est, disons, parfois rêvée, parfois fantasmée, mais en tout cas à laquelle beaucoup se réfèrent comme étant quelque chose comme étant une période à laquelle on voudrait quelque part revenir un peu aujourd'hui. Quel souvenir gardez-vous de ce moment-là? Pour nous qui étions les enfants de pauvres d'origine très 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 modeste, parce qu'il faut le dire, hein, élégamment, on dit que vous êtes d'origine modeste, mais nous sommes vraiment des enfants de pauvres, parce que nous étions chez des tuteurs, ce n'était pas évident de manger dans la journée. Nous étions comme des oiseaux du ciel, mais c'était vraiment pour nous... manger, c'était une chance. Manger, c'était une chance dans la journée, parce qu'on pouvait rester sans manger. Et au lieu de nous décourager, en tout cas pour moi, ça a été un élément d'incitation, de courage, pour dire que si je réussis, je suis sûr et certain que je mangerai à ma faim et que j'aurai une famille et que mes enfants ne vont pas connaître le même parcours que moi, parce qu'ils auront quand même une existence beaucoup plus aisée, relativement aisée, que la situation que j'ai vécue. Alors tout à l'heure, vous avez mentionné l'élément bourse. Oui. Ça a été important pour nous. Parce que nous autres, qui sommes des enfants d'origine sociale très pauvre, notre avenir, évidemment, je dirais, à chaque cycle, c'est un risque. Après l'entrée en sixième, enfin, après le cours préparatoire deuxième année, le cours moyen deuxième année, si vous n'êtes pas admis à l'entrée en sixième, c'est fini, c'est fini, c'est terminé. Il n'y a personne pour vous envoyer en sixième. Lorsque vous arrivez en troisième, si vous n'êtes pas admis en seconde, c'est terminé aussi pour vous. Personne pour vous rattraper. À l'université, c'est la même chose. Donc je me suis dit que dès le jour où j'ai eu mon entrée en sixième, je me suis dit, jamais je ne perdrai ma bourse d'études. Il faut que je mette tout en œuvre pour que je puisse avoir la bourse d'études. Et comme à cette époque-là, avec le président Houphouët-Boigny, d'abord le pays était relativement riche, nous étions moins nombreux, donc les meilleurs élèves avaient une bourse d'études et ils arrivaient à aller jusqu'à la fin de leurs études, mais sauf au doctorat où nous avons été obligés nous-mêmes, pour terminer nos études, d'aller travailler. Moi, j'ai été veilleur de nuit à Paris pendant 2 années. J'en suis très fier parce que ça m'a beaucoup forgé. Et donc, voilà un peu la question de la bourse d'études. Alors, vous me dites le retour à la Côte d'Ivoire du président Houphouët-Boigny. Oui, il faut être nostalgique. Tout n'était pas rose, attention. Hein. Tout n'était pas rose, mais c'était quand même une période où ceux qui étaient méritants étaient bénéficiaires d'une bourse d'études. Et je puis vous assurer que sans la bourse d'études, personnellement, je n'aurais pas fait d'études. Et j'en ai tellement bénéficié jusqu'à la fin de mes études que j'ai estimé que mes enfants n'en bénéficieront pas. Donc mes 2 enfants n'ont jamais été boursiers de la Côte d'Ivoire. Très bien. D'ailleurs, vous
vous avez mentionné le fait que la Côte d'Ivoire, d'Houphouët-Boigny, on puisse en être nostalgique, mais vous avez aussi mentionné le fait que tout n'était pas rose. Professeur Aroubou, certains Ivoiriens, nos aînés notamment, vous ont connu comme opposant au président Houphouët-Boigny. Qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous a motivé en fait à vous engager dans cette voie-là, à un moment de votre vie? Oui, je peux dire que moi, j'étais très attaché à la justice. Et j'ai été un acteur pour la démocratie. Et je pense que le parti unique, pour moi, ce n'était pas vraiment le modèle. Parce qu'une personne détient toute la vérité. Il détient le tout du tout, la totalité de la vérité. Et j'estime que c'est Dieu seul qui détient la vérité et qu'un homme ne peut détenir qu'une partie de la vérité. Alors, que faire pour que chacun détienne une partie de la vérité? Eh bien, c'est la démocratie. Donc, très tôt dans les lycées, j'ai été syndicaliste. Et puis, quand je suis allé à l'université, eh bien, je me suis engagé à la politique. Et aux côtés du président Laurent Gbagbo. J'ai fait la clandestinité avec lui pour qu'il y ait l'avènement de la démocratie. J'ai fait 16 ans de clandestinité. Et c'est en 1990 que nous avons connu le multipartisme. Et je ne regrette pas cette période-là. Mais durant cette période, nous n'avons jamais été violents. Nous avons engagé des processus pour qu'il y ait la démocratie, des discours, des conférences. Et Dieu merci, la Côte d'Ivoire est devenue un pays démocratique où aspire de plus en plus à la démocratie. Professeur, cette réponse est très intéressante en ce sens où aujourd'hui, quelque part, votre vie personnelle se conjugue un peu avec l'histoire de la Côte d'Ivoire, en ce sens où, je l'ai dit en introduction, hein, vous avez présidé donc le comité de rédaction de l'actuelle loi fondamentale. Vous avez aussi, pendant la transition militaire en Côte d'Ivoire en 2000, présidé la sous-commission chargée d'élaborer la constitution de la Seconde République, qui a été adoptée en juillet 2000. Pourtant, vous avez déjà refusé, vous avez été membre du Conseil constitutionnel hein, de 2011 à 2014, mais vous avez déjà refusé d'en être membre alors qu'il a été créé par le président Henri Konan Bédié en 1995. Est-ce que, en fait, on peut dire quelque part que c'est votre destin, c'est une histoire de Côte d'Ivoire, en fait, que vous ayez ce rôle-là, en fait, dans ce qui, en fait, régit notre pays, c'est-à-dire la Constitution? D'abord, je pense que nous ne sommes peut-être pas nombreux, mais moi, j'ai tout eu de la Côte d'Ivoire, sincèrement. Et le pays m'a reconnu en même temps. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, j'ai bénéficié de la bourse d'études de la Côte d'Ivoire jusqu'à la fin de mes études, d'une part, et que d'autre part, j'ai pu être reconnu. J'ai été distingué, comme tout à l'heure vous l'indiquez vous-même, commandeur dans le métier qui est le mien, enseignant. On m'a reconnu comme tel. Eh bien, j'ai été commandeur dans l'ordre du mérite après que j'ai été président du comité scientifique du Forum pour la réconciliation en 2001. Et puis, nommé au Conseil constitutionnel, le président Ouattara m'a distingué comme officier dans l'ordre national. Et sans penser qu'en 2000, on m'avait déjà sollicité pour présider les travaux. Et puis enfin, en 2016, comme président du comité d'experts et honoré comme commandeur dans l'ordre national. Donc, en toute humilité, je pense que je suis heureux du parcours que j'ai accompli. Peut-être que j'aurais mieux fait, mais je ne suis pas demandeur d'autre chose. Je crois que la Côte d'Ivoire m'a tout donné. Professeur, vous nous avez parlé de 16 ans de clandestinité sous le président Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, nous constatons que même si vous continuez à servir votre pays, vous continuez à apporter votre expertise, vous êtes moins en pointe, on va dire, sur des questions purement politiques. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre du recul? Vous me dites, je ne suis pas très en vue, oui, parce que quand je fais le constat, je pense qu'en politique, je n'ai pas réussi. Je pense que je n'ai pas les qualités. Je n'ai pas les qualités. Oui. Je pense que je n'ai pas les qualités pour être un bon homme politique. Parce que, vous savez, je suis très attaché à ma science, la rigueur juridique. Je me prétends plutôt dans le camp de l'honnêteté. Or, plus vous êtes honnête, plus vous êtes suspect pour les autres. Donc, quand j'ai fait la somme de toutes ces critiques-là, je me dis que, bon, mais écoute, il y a autre chose à faire que
aller m'accrocher à la politique. Oui. Vous, vous estimez que vous n'avez pas toutes les qualités pour être un bon homme politique, mais dans le même temps, donc vous avez participé à la rédaction de la Constitution en 2000. En 2016, vous avez été président du comité scientifique du Forum pour la réconciliation nationale. Vous avez été conseiller spécial chargé des affaires juridiques à la primature dans le gouvernement pendant le gouvernement de Seydou Elimane Diarra. Vous avez été aussi membre du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, comme je disais tantôt, vous avez quelque part participé, en fait, mais activement à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Comment vous avez vécu ces fonctions-là? Comment vous avez vécu ce qui, quelque part, peut être un poids, en fait, dans le sens où vous sentez que ce sont des responsabilités très importantes pour l'avenir de votre pays? D'abord, comme vous l'indiquez, ce sont des fonctions purement techniques. Oui. C'est vrai que la Constitution, c'est la juridicisation de la vie politique, mais mon exercice n'a pas été essentiellement d'ordre politique, c'est d'ordre technique. Donc, on fait des propositions et puis le commanditaire arrête finalement la décision. Comment je l'ai vécu? Je me suis dit que j'aime beaucoup mon pays, profondément, j'aime profondément la Côte d'Ivoire, comme beaucoup d'Ivoiriens. Je crois que je ne suis pas une spécificité en la matière. Donc, chaque fois que je suis appelé à accomplir une mission dans l'intérêt de mon pays et que je crois que je peux le faire, alors je dis oui. Si je ne me sens pas dans la capacité, croyez-moi, je dirais non. Vous avez eu, comme vous dites, des fonctions purement techniques pour servir votre pays, mais on a aussi fait appel à vous sur un plan international. Vous avez été en Centrafrique, notamment à l'appel de l'Organisation nationale de la francophonie et des Nations unies. Vous avez été consultant pour le PNUD. Vous avez été membre de la délégation ivoirienne à la Commission des droits de l'homme des Nations unies à Genève. Vous avez été membre de la délégation ivoirienne de l'UNICEF à l'Assemblée générale des Nations unies. Quel bilan retirez-vous de ces expériences internationales? Quelle vision du monde avez-vous? C'est d'abord, vous voyez, tout ce que vous venez de citer, c'est la reconnaissance. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas un concours. J'étais doyen des facultés. Lorsque le ministère à l'époque m'avait accordé la possibilité de me rendre à la 6e commission, qui est la commission de droit international aux Nations unies. Ça a été vraiment une grande expérience pour moi parce que ça m'a permis de découvrir le monde. Ça m'a permis de découvrir le monde, comment le monde fonctionne. Parce qu'effectivement, nous sommes à Abidjan ici, on est professeur, on enseigne, mais on ne sait pas comment le monde fonctionne. Et quand je suis parti à la 6e commission, j'ai eu à faire de communication, et je me suis rendu compte que le monde ne fonctionnait pas comme on l'entrevoyait toujours. Et donc, j'ai pu contribuer à ma manière à l'élaboration, à forger le droit international. Donc c'est une fierté pour moi. À l'époque, l'ambassadeur de l'époque m'avait adressé des félicitations et j'en suis très reconnaissant. Concernant la Centrafrique, eh bien, c'est aussi une sollicitation. J'étais là un jour, on m'a invité à participer à une réunion qui devrait avoir lieu à Centrafrique pour la crise centrafricaine. Et pour moi, c'était ma petite contribution pour l'Afrique parce que quand nous-mêmes on a connu la crise, les autres nous ont assistés et lorsque eux nous invitent, quel que soit le risque qu'on peut encourir, il faut y aller. Donc j'y suis allé en tant que rapporteur de la commission. Et puis entre autres, je crois que vous avez les autres fonctions que j'ai occupées. Bon, ça... j'ai été conseiller spécial du Premier ministre, oui. Et ensuite, j'ai été représentant du Premier ministre auprès de l'Union européenne, mais pour la Côte d'Ivoire, parce que je voulais apporter ma petite contribution à la résolution de la crise ivoirienne. Très bien, merci. Professeur, vous nous avez dit quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que tout au long de vos fonctions, vous avez eu chevillé au corps l'amour de la Côte d'Ivoire et la volonté de servir votre pays. Est-ce qu'il y a néanmoins un moment durant toutes ces fonctions, durant toutes ces responsabilités où vous avez voulu tout abandonner, où vous avez été gagné par le découragement et où vous avez tout simplement voulu dire stop? Moi, je crois que tout ne peut pas être linéaire. Celui qui pense qu'il exerce une fonction et qu'elle est linéaire, c'est qu'il ne travaille pas suffisamment. Parce que si on se met au travail tous les jours, rien ne peut être linéaire. Il y a des moments
de gloire, il y a des moments de difficulté. Donc, tout le parcours est empreint de vicissitudes. Il y a des moments heureux et des moments malheureux. Mais je crois que lorsqu'on est engagé pour un but auquel on croit fondamentalement, il y a lieu de ne pas se décourager. De ne pas se décourager. Moi, tout à l'heure, je vous ai indiqué que j'ai fait la clandestinité. Donc, ça veut dire que j'étais été opposant au président Félix Houphouët-Boigny. Et pourtant, une des choses exceptionnelles que j'ai retenues dans ma vie avec le président Félix Houphouët-Boigny, c'est lorsque je fais rédiger ma thèse de doctorat. Et le président Houphouët-Boigny a dit ceci à propos du désemparentement avec le Parti communiste français. Il dit, on meurt pour un but, on ne meurt pas pour un moyen. Et je me rends compte que chaque jour, dans notre pays, des gens se battent pour des moyens et oublient le but. Ce qui fait qu'on fait parfois des combats que je ne dirais pas d'inutiles. On perd trop de temps sur les moyens. Alors que le but, c'est quoi? Il faut atteindre l'objectif. Donc, de ce point de vue-là, lorsque j'ai découvert cela, je crois que ça a eu un emprunt important dans ma vie. Dans ma vie, je vise l'essentiel. Les moyens, les étapes, j'essaie de regarder, mais où je vais, pourvu que je fasse le bon choix. Vous nous avez parlé de moments de malheur, mais aussi de moments de gloire. Quel souvenir particulièrement heureux vous gardez de tout votre parcours? Quel moment aujourd'hui vous voulez garder avec vous et vous voulez partager aussi avec ceux qui nous regardent aujourd'hui? Un moment de fierté, de bonheur, un moment de joie où vous avez été véritablement heureux du travail accompli? Quand je retrouve mes anciens étudiants, chaque fois, beaucoup me disent « Oh, nous avons eu la chance d'avoir été formés par vous. » Et je dis « Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ?» Ils me donnent des dents. Tu me dis « Ouais, ils sont DG, il y en a qui sont des hauts fonctionnaires. » Moi, vraiment, ça me fait renaître. Ça veut dire que vraiment, je n'ai pas vécu inutile. Et ça, c'est le plus important de ma vie. De tout ce que j'ai pu avoir dans ma vie, c'est cette chance de reconnaissance de mes anciens étudiants. Évidemment, ceux qui ont moins réussi se présentent à nous, ben, je crois que ça ne veut pas dire forcément que c'est des idiots. On ne parle pas forcément, il y en a certains qui se sont entêtés de faire le droit, ils auraient pu faire autre chose et réussir. Mais voilà, moi, vraiment, ma gloire, c'est ça. Ma reconnaissance, c'est ça. Ma fierté, c'est ça. Mon bonheur, c'est ça. C'est-à-dire que c'est cette reconnaissance de mon vivant m'immortalise. Et j'en suis heureux. Quels sont les loisirs du professeur Ouraga Oubou? Quelles sont ses passions? Qu'est-ce qu'il fait à ses moments libres? Bon, moi, je suis un mauvais retraité. J'étais un mauvais retraité parce que je me réveille tous les jours à 6 heures et je travaille toute la journée. Et si on pouvait m'ajouter encore 1 heure dans la journée pour que ça soit 25 heures, peut-être que j'aurais pu obtenir ça. Donc, vraiment, je suis un mauvais retraité. Je suis un mauvais retraité, mais j'ai fait tout pour donner quand même un petit bonheur à mon épouse parce que je suis là avec mon épouse. Donc, elle est là à la retraite. Elle est complètement à la retraite. Moi, je passe mon temps à écrire pour que je puisse faire quand même... Je pense à mes étudiants. Il y a des ouvrages qui existent, mais qui sont parfois des éditions purement françaises. J'essaie de les adapter pour mes étudiants. Donc, j'ai fait déjà sortir 2 ouvrages. Je crois que je vais en faire sortir un l'année prochaine et peut-être un autre en 2023. Voilà, ainsi de suite. Voilà. Vous avez partagé avec nous votre passion, votre amour de la Côte d'Ivoire, votre amour de l'Afrique, votre volonté de transmettre. Ça m'emmène à vous donner ce livre qui est le livre d'or de notre média, de Get to Know Me. Je vais vous inviter à y laisser quelques mots pour la postérité, pour nos téléspectateurs, pour nos internautes, mais aussi pour toute cette jeunesse de Côte d'Ivoire qui aujourd'hui vous écoute et qui aura envie et qui a déjà envie de vous lire. Merci beaucoup. Merci de cette reconnaissance. Je vous souhaite un franc succès dans ce que vous entreprenez. Merci, professeur Ouraga Oubou, pour ce moment que vous nous avez accordé. C'était un immense plaisir et surtout un honneur pour nous d'échanger avec
un monsieur qui est un témoin de la Côte d'Ivoire d'hier, un acteur de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et qui sera certainement étudié dans la Côte d'Ivoire de demain pour son action, pour son pays, tous les jours. Vous nous avez rappelé une phrase forte du président Houphouët-Boigny, mourir pour un but et non pas mourir pour un moyen. À toute la jeunesse de Côte d'Ivoire et d'Afrique qui nous regarde aujourd'hui, nous demandons de méditer ces paroles du président Houphouët-Boigny rappelées par le professeur Raga Oubou. Merci d'avoir suivi Get to Know Me aujourd'hui. Nous nous retrouvons très bientôt.